Bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière émission de l'année du Bistrot des LOSC, la 17e édition du Bistrot. Émission exceptionnelle ce soir, donc on vous prépare un bilan en fait de cette première partie de saison avec deux invités de marque. En premier invité, Romain Molina, écrivain indépendant, journaliste. Bonsoir Romain. Bonsoir à toi et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Deuxième invité de marque, Jérémy Lison, supporter actif du LOSC. Bonsoir François. Bonsoir Jérémy. Ensuite, il n'est pas de marque, il est de Paris, c'est notre intervenant habituel, Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous, salut. Invité suivant, Jérémy des Dogs d'honneur. Bonsoir Jérémy. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et également un habitué de l'émission, Christophe des Dogs du Net. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et bien sûr, comme d'habitude, vous ne le voyez pas ce soir, mais il est là derrière ses tablettes, derrière ses claviers, derrière ses écrans. Arnaud qui réalise l'émission et qui nous fera participer de vos différentes réactions sur le net. Je vous rappelle que l'émission est diffusée sur le Facebook du groupe Allez le LOSC. Elle est diffusée également sur la chaîne Twitch du bistrot d'Allez le LOSC. Et vous pouvez réagir à la fois sur le chat ou à la fois en commentaire sur le Facebook de l'émission. Au sommaire, 3 parties dans cette émission. Tout d'abord, nous irons à la découverte du dernier livre de Romain Molina, The Beautiful Game. Ça vous permet d'apprécier mon magnifique accent anglais. Donc, on y reviendra tout de suite. En deuxième partie, nous ferons le bilan de cette première partie de saison du LOSC, tant sur le plan sportif et bien sûr sur le plan extra-sportif. Et là aussi, le témoignage de Romain nous sera très utile parce que vous connaissez certainement ses vidéos et notamment une vidéo qu'il a publiée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le Grand Bluff de Gérard Lopez. Donc, on aura son avis éclairé sur le sujet et on pourra débattre en avançant chacun nos arguments. Et on terminera avec la rencontre avec Jérémy Lison, supporter actif du LOSC, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Itinéraire d'un supporter gâté. Un bon programme pour cette heure d'émission. Alors, on va commencer donc par cette première partie. Romain, donc, tu es connu pour tes articles, pour tes vidéos et pour tes différents livres. Le dernier s'appelle The Beautiful Game. Est-ce que tu peux nous faire le pitch finalement de ce livre ? Écoute, déjà, je te remercie pour l'intérêt. Bon, je l'ai sous-titré Foot, guerre et politique des footballeurs face au destin. Il est assez compliqué à résumer en quelques mots, mais on va dire que j'utilise le foot comme un objet de recherche à 360 degrés et à travers le destin de joueurs et entraîneurs à travers le monde, c'est quelque part l'histoire moderne du Yémen, de l'Irak, du Cambodge, de l'Afghanistan ou de Cuba, avec, je pense, des destins de joueurs qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. C'était aussi un message d'amour pour le football que j'ai, quoi.
Ça met un peu côte à côte finalement des passionnés de football, des joueurs, des entraîneurs qui vivent dans des pays où on n'a pas forcément envie d'aller en vacances tout de suite, dans des contextes géopolitiques qui sont parfois assez pénibles. Et c'est vrai que pendant tout le livre, finalement, les deux mondes se juxtaposent et le livre est passionnant, je crois qu'il faut dire. Alors, je sais que certains d'entre nous l'ont lu. Christophe, tu as quelque chose à dire? Comment tu résumerais, toi, ce livre? Alors, résumer, c'est compliqué. Mais c'est vrai, c'est très bien. J'avais comparé ça à une émission de télé qui s'appelait comment ça s'appelait bien? Cooker, Globe Cooker, des cuisiniers qui se traversaient le monde entier pour aller découvrir des cultures par rapport avec la cuisine. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a le vecteur foot pour découvrir des mondes, mais alors, en effet, c'est des endroits compliqués dès le départ. On est au Yémen, après on va au Cambodge, on va en Irak, enfin voilà, tout des contrées un peu compliquées où il se passe plein de choses qui touchent les humains, et on voit au travers du football comment ça peut toucher aussi le monde du football. On voit aussi la main de la FIFA un peu partout, et c'est vachement intéressant à lire. Alors, je dirais, si on est un lecteur qui s'intéresse pas trop à la géopolitique, il faut prendre le temps de le lire. Il faut se prendre un chapitre, même regarder une carte après, regarde, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que j'aime bien un peu la géopolitique à la base, donc j'avais déjà une appétence pour ça, mais même si on ne connaît pas trop, c'est très intéressant de se dire, tiens, je me pose, où c'est ce pays-là, qu'est-ce qui se passe, et non, c'est très très intéressant. Franchement, c'est bien écrit, ça se lit facilement, c'est très très bien. Merci. Tu remarqueras, Romain, que nous sommes très gentils, mais c'est sincère. Mon ego est content. Ouais. Comment tu as eu l'idée finalement d'écrire ça? Comment tu as choisi les pays? Comment tu as choisi le circuit que tu nous fais découvrir? J'ai toujours eu un fait pour l'outsider, toujours eu un fait pour, on va dire, les semi-pros, même les plus mauvais globalement. Et donc, le foot, c'est un prétexte pour voyager quelque part. Et puis souvent, ces mecs-là sont pas usés par l'appareil médiatique parce que globalement, c'est pas des sélections qui font parler d'elles au niveau footballistique. Alors que ça peut être des grands pays de foot. L'Irak est un pays de foot incroyable. Je veux dire, la passion pour le foot en Irak, c'est absolument incroyable. Même au Cambodge, le Cambodge, c'est rempli quand l'équipe nationale joue. Alors que pour l'avoir vu jouer de mes propres yeux au Qatar, je peux te dire que c'est pas non plus Joga Bonito. C'est pas le LOSC face au Milan. On va dire ça comme ça. Donc, mais il y a une passion même au Népal. La passion en Afghanistan, elle est débordante. Donc en fait, si tu veux, après, j'ai eu la chance d'avoir des contacts un peu à travers le monde. J'ai eu la chance d'être en inside avec les Yéménites, les Irakiens et les Cambodgiens, notamment les Pakistanais. Et bon, j'étais étonné que les gens répondent autant, parce que tu prends l'ancien capitaine sous Saddam Hussein, qui a quand même été emprisonné par le fils de Saddam, qui l'a tondu, etc. Le mec t'en parle assez naturellement. Et donc, quelque part, c'était aussi pour les mettre en valeur. Donc, je voulais faire plus de pays à la base. Il y avait notamment la Nouvelle-Calédonie, Djibouti. Mais en fait, le livre, je fais pas de plan au début, si tu veux. Je voulais que tout suive naturellement, un peu comme un roman. Et donc, voilà, j'espère en faire un tome d'un jour, parce qu'il y a des pays, notamment les Philippines aussi, moi j'aimerais parler. Mais voilà, c'était plus selon mes contacts et selon l'ouverture des gens. Tu vois, la Mongolie m'intéressait. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué? Mais non, mais la Mongolie, mais tu vois, la Syrie, la Libye, c'est facile. L'Afghanistan, c'est facile. La Mongolie, attends, mais tu parles à des mecs qui se prennent pour. J'ai eu l'impression de parler à Barack Obama, quoi. Donc c'était voilà. Je vois c'est aussi selon l'accessibilité, on va dire. C'est pas un bon sujet de documentaire, justement, ce livre. Tu pourrais. J'aimerais. J'aimerais. Je pense que ça pourrait le faire parce que. Justement, une émission de cuisine, il a raison. Finalement, le foot, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec tout le monde parce que c'est universel, comme la cuisine. Et on voit à quel point tous ces documentaires autour de la découverte des pays de la cuisine, ça cartonne. Là, on peut imaginer que ce serait forcément un succès parce que c'est hyper intéressant. Bah, si Arte ou une autre nous écoute, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, mais moi, j'en rêverais. J'ai déjà travaillé sur des projets un petit peu comme cela, surtout sur l'international. J'y crois vraiment parce qu'en plus, tu as des destins très très forts. Tu vois, l'Irak 2007, quand ils gagnent la Coupe d'Asie, leur seule Coupe d'Asie, le pays est dans un état sans dessus-dessous. C'était la guerre des milices après l'invasion américaine de 2003, 4 ans après la mort du fils de Saddam qui torturait la sélection pendant plus de 18 ans. Bah, si tu veux, c'est incroyable. Quand même, des membres de la famille de certains joueurs kidnappés et tués lors de la Coupe d'Asie, ils arrivent à la gagner. C'est la seule fois de l'histoire qu'ils la gagnent. Cette histoire-là, par exemple, je ne sais même pas comment elle n'a pas été scénarisée ou autre, parce que c'est peut-être la plus belle histoire footballistique de ce siècle-là, pour le moment, en tout cas. C'est un scénar de long métrage, là, pour le coup. Ouais. Surtout même la dernière action, parce que la dernière action, ils gagnent 1-0 contre l'Arabie Saoudite.
Le gardien irakien sort, il avait fait une sortie exceptionnelle où il rate tout. Et l'attaquant saoudien met sa tête, ça rebondit, ça remonte. T'as 2 défenseurs qui regardent. Et la balle, elle descend, elle touche la barre, elle sort. Et il gagne sur ça. Tu te dirais que c'est presque les dieux qui ont choisi que l'Irak gagne. Je rappelle, après la demi-finale, il y a 2 attentats suicides à Bagdad, plus de 120 morts. Et les joueurs ne veulent pas jouer parce que si on joue, il va y avoir encore des morts. Et c'est la maman d'un jeune Irakien, maman qui a perdu son enfant dans tout ça, qui dit j'enterrai mon fils après le match, s'il vous plaît, gagnez-le, mon fils, c'est ce qu'il voudrait. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une histoire incroyable. Incroyable. Ah ouais, incroyable, Ouais, c'est ça. C'est vrai que C'est là que l'entraîneur, c'est l'entraîneur portugais, c'est là? Brésilien, mais qui habite au Portugal, Jorvan Vieira. Le général Jorvan Vieira qui dit à un général de l'armée irakienne ton papier, ta compo, tu te torches le cul avec, moi je me barre. C'est exceptionnel aussi leur préparation qui est. Il est terrible aussi. Il est terrible aussi. Et les entraîneurs qui entraînent dans ces pays-là, c'est toujours des gens assez extraordinaires. Nous, on en a eu un chez nous, on a eu Hervé Renard. Mais Ouais, que je connais. c'est assez extraordinaire, ces gars-là. Ils sont atypiques. Ils sont vraiment atypiques. Que j'ai rencontré le matin du match Yémen-Arabie Saoudite. Il m'a dit de passer à son hôtel, on avait parlé un long moment, etc. Qui joue au Bahreïn. Mais pareil, un match incroyable. Moi, j'ai été avec les gens du Yémen. En plus, quand tu sais la situation au Yémen, ils avaient de l'Arabie Saoudite. Ils font 2-2. C'est incroyable pour les Yéménites. Ils étaient tous en pleurs. Mais ils étaient en pleurs, les mecs. C'était incroyable. Ils ont fait 2-2. Mais pour eux, ils avaient gagné la Coupe du Monde. C'était incroyable. Et alors c'est vrai que le bouquin fourmille d'anecdotes qui sont spectaculaires, et notamment certaines qui démontrent que le foot est vraiment quelque chose de très populaire, et c'est pour ça en fait que forcément ça attire les politiques. Alors tu parlais de la victoire irakienne, c'est vrai qu'il y a une phrase à un moment où il est marqué, c'était ambiance France 98 avec une symbolisme très forte car il y avait des morts sur le trottoir. Hein. C'est vrai que c'est un vrai flash, c'est un vrai punchline entre guillemets. Alors il y a des portraits qui sont vitrioles. Tu évoquais aussi le fils de Saddam Hussein qui mettait en prison les joueurs de foot quand ils perdaient. Enfin, c'est complètement ahurissant. On imagine, remarque, c'est peut-être une leçon finalement à retenir. Peut-être que pour Marseille, s'ils se qualifient l'année prochaine en Ligue des Champions, c'est peut-être une idée pour motiver un peu plus les joueurs. Je sais pas, c'est à creuser. Mais donc le bouquin en fait est plein d'anecdotes, plein de petits détails comme ça qui en font le sel, et c'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. À ce niveau-là, il faisait pas que les mettre en prison, il les torturait aussi. Puis il avait des, dans la torture, il avait quand même un côté sadique. Par exemple, quand il utilisait les eaux usées, là vous voyez tous les eaux usées, c'est un grand bac donc rempli de moustiques. Il y avait une échelle, il obligeait les joueurs, donc 2 joueurs notamment, à monter à l'échelle et pendant des heures à se jeter donc depuis le haut de l'échelle dans les eaux usées. Pendant 2-3 heures. Après, ils faisaient des pompes pendant 2 heures en même temps qu'ils étaient fouettés. Enfin, il faut quand même avoir l'imagination pour se dire, il faut être quand même sacrément fou furieux pour se dire, on va les faire plonger dans des bacs d'eau usée avec des moustiques depuis 10 mètres de haut. Quoi. Mais il faut vraiment être fou furieux. Quoi. Alors, pour l'entraîneur de Marseille l'année prochaine, qui s'arrête à la prison, hein, le reste, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Il y a aussi un point qui m'a intéressé dans le livre, c'est qu'habituellement quand on parle de foot, quand on parle des supporters, quand on parle de la passion, on parle souvent de la violence dans les tribunes. Et en fait, c'est un point qui n'est pas du tout abordé. Au contraire, souvent, le seul moment où on en parle, c'est quand on est dans le jeune qui est tué en marge d'un match au Guatemala, tout à fait. C'est le seul moment où on parle de violence de tribune. Le reste du temps, c'est plutôt la passion qui ressort et qui est vraiment d'autant plus intéressante qu'elle est mise en opposition que la violence de la vie civile, finalement. Et c'est juste la position, finalement, des 2 mondes, elle est vraiment très symbolique et extraordinaire. Moi, je vais te donner une anecdote sur les tribunes. Parce que donc, j'étais pour Bahreïn-Irak avec les Irakiens. Donc, il y a une grosse communauté irakienne au Bahreïn. Et tu vois, c'est des pays qui déjà sont mal connotés. Alors que l'Irak, c'est un pays séculaire, inventeur du calcul sexagésimal, et tant d'autres choses avec la Mésopotamie. Bref. Et donc, j'avais une petite caméra, etc. Bon, j'ai pas un gros matériel, mais bon. Mais j'ai fait des matchs, tu vois, en Europe, un peu, dans plusieurs pays. Je regardais toujours mes affaires. Les 2 fois où j'ai pas regardé mes affaires, où j'avais ma caméra et mon sac, c'était avec les Irakiens et quelques jours après avec les Yéménites. Et les Yéménites, ils étaient 6-7 000, attention. Hein. Ils faisaient un boucan pas possible. Et autant la diaspora irakienne au Bahreïn, tu voyais qu'elle avait... elle avait des codes vraiment occidentaux aussi, tu vois, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de femmes, la mère stable. Les Yéménites, c'était old school, hein, tu vois. Et j'étais avec madame, qui est colombienne, tu vois, qui est donc, elle dépareillait, on va dire, si tu veux. Elle me dit au début un peu impressionnée, putain, ils voulaient tous une photo avec elle.
Ah, sister, picture. Mais on a laissé la caméra. J'ai laissé la caméra, j'ai laissé mon sac. Et je n'ai jamais senti à aucun moment un potentiel danger. Et je vais même te dire, j'étais beaucoup plus en sécurité au milieu des milliers de gars du Yémen que dans des tribunes que j'ai pu faire en France, en Espagne ou en Angleterre. Tant qu'il n'y avait pas le fils de Saddam Hussein à côté, effectivement, tu risquais moins. Ça aurait été autre chose. Voilà. Donc, Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Non, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux portraits d'entraîneurs, j'aime beaucoup aussi ça, les portraits d'entraîneurs. Les gens, le Belge qui était au Népal, voilà, Vieira, comme je disais tout à l'heure, même les entraîneurs qu'on aperçoit entre deux, qui prennent une équipe pour 2 mois, 3 mois, puis après ils s'en vont. C'est quand même c'est pas un métier, enfin c'est vraiment un truc de baroudeur, quoi. Et je pense que ces gars-là, même ils ont des portraits. On pourrait faire un portrait de chaque quasiment, quoi. C'est vraiment des baroudeurs. Voilà. Ouais. Quand tu parles de Patrick Ossems, donc entraîneur belge qui a été au Népal, lui c'est une odyssée. S'il arrive après le tremblement de terre, il n'y a plus un terrain quasiment, il n'y a plus de foot, il n'y a plus rien. Peut-être 2 mois après, il y a 5 joueurs dont son capitaine qui sont bannis à vie pour match truqué et jugés pour trahison. Le président de fédération tombe 10 ans de suspension pour corruption. Et là, tu as une anecdote, moi, il m'a tué. C'est le choix du capitaine au Népal, où tout le monde lui dit « Coach, il faut un capitaine, il faut un capitaine !» Conférence de presse en direct à la télé, et il me dit « J'annonce 3 capitaines. » Il me dit « Oh, le scandale !» Il me dit « Tu te rappelles quand Johnny Hallyday est mort en France, toutes les télés en parlaient ?» Mais il me dit pareil. Et là, je suis clos au pilori. Le coach nomme 3 capitaines, le scandale. Et il me dit « Je comprends pas. » Je leur dis « Mais si je nomme un capitaine et que ça passe pas cette semaine, j'ai besoin de temps. » Le ministre des Sports lui dit « Mais coach, vous pouvez pas faire ça. » Mais il dit « Pourquoi ?»« Non, mais vous pouvez pas faire ça. » Et son président de fédération par intérim va lui avouer. Il lui dit « Mais coach, quand vous êtes nommé capitaine au Népal, vous obtenez une pension à vie de l'État. » Ah oui, il fallait peut-être me le dire. Maintenant, je comprends pourquoi les 3 ils étaient contents. Parce que souvent, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, tu doutes bien que pour eux, c'était une rente à vie. C'était incroyable. Et il me dit, donc, il demande réception avec les plus hautes autorités du pays, donc avec le président. Et finalement, ils acceptent de lui dire tu peux nommer 2 capitaines. Mais il me dit là, j'ai le choix le plus difficile de ma vie, c'est de dire à un gars tu n'auras pas une pension à vie. C'est une grande histoire quand même. Ouais, puis alors le fait aussi qu'ils arrivent pour faire leurs matchs amicaux, leur terrain, enfin leur terrain de préparation pour la Coupe d'Asie, où le terrain est complètement défoncé. Enfin, moi, ça me rappelle ma jeunesse. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. Les mecs, ils arrivent avec une sélection nationale, le terrain est défoncé, ils peuvent faire que du jeu à la main, quoi. Enfin, oui, il n'y avait pas l'hôtel. L'organisation se trompe d'hôtel pour la conférence de presse, il l'amène à l'autre hôtel Radisson qui est à 45 minutes. Enfin, c'est une organisation, mais tu pètes les plombs. Et en plus, ils n'avaient pas marqué depuis 11 matchs. Ils marquent enfin un but face à l'Inde, rival historique, qui en plus, quelques mois avant, avait coupé le fuel. Avec les camions, passaient plus la frontière. Donc, Katmandou, il n'y avait plus de pétrole. Il n'y avait plus d'essence. Donc, c'était rival historique. Et puis, alors, ce petit joueur, Bimal, le pauvre, il marque. Il est attendu pour aller en Belgique. Et puis, 3 mois après, sa sœur se fait est retrouvée morte. Et donc, au lieu de signer en Belgique, il doit assister aux funérailles de sa sœur et au procès, etc. On pensait que c'était le petit copain de sa sœur qui l'avait tué, etc. Enfin, c'est des grandes histoires, quoi, tu vois, humainement, je trouve. Oui, c'est extraordinaire. Voilà. François, moi, bien que je n'ai pas lu le dernier, et comme là, on est sur les livres, sur la littérature, moi, j'avais une question qui me semble importante dans la Mano Negra, parce que à un moment, tu parles du LOSC. Une seule fois, si je ne dis pas de bêtises. Tu parles de Tenny Yerima que tu essayes de joindre, et c'est un moment où il a rendez-vous avec Ingla, qui rencontre plusieurs fois Ingla et Lopez. Mais tu dis pas pourquoi, et on reste là, et ça reste comme ça un peu évanescent. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Le problème de Tenny Yerima, c'est que c'est l'un des plus grands mythomanes du monde. Donc déjà, c'est très dur de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Tu dis quand même qu'a fait Zidane Qatar 2022, donc il a quand même fait 2-3 trucs. Il a participé, mais il n'a pas été tout seul. Mais à un moment donné, il roulait sur l'or, Yerima. Il avait un appartement énorme avenue Foch, il sortait avec les plus grands mannequins, les plus grandes voitures, et il a tout claqué. Travaillait avec Pini Zahavi. Notamment les joueurs africains qui allaient à Portsmouth, c'était lui, les Benjani, tout ça. À un moment donné, le mec était exceptionnel bankable. Et puis un jour, il s'est fait choper caméra cachée de la BBC où il était en train de corrompre des entraîneurs. Où il disait t'inquiète pas, avec Sam Allardyce c'est facile. Et il expliquait comment il faisait. Bon bref. Et c'est lui, Tenny Yerima d'ailleurs, qui va faire racheter le club de Moucron quand Lille vend le club à l'époque. Et je sais par des gens qui connaissent Yerima qu'il a été reçu plusieurs fois et tout. Et là, il leur parlait de ramener un mec de Biélorussie et tout. C'était à l'époque où Lopez cherchait vraiment du cash. Bon, tu me diras, il a toujours cherché du cash. Et lui arrivait avec des pseudo-solutions avec son pote Touvenel, un ancien joueur aussi bien folklorique. Donc, je sais qu'ils y sont allés plusieurs fois et qu'ils étaient reçus avec tous les honneurs. Et à la base, c'était pour ramener des mecs de Biélorussie. Tu sais, ni d'Ève ni d'Adam.
Mais il y allait vraiment, quoi. Et moi, ce que je trouvais phénoménal, c'est que Lille écoute un type pareil. Le mec, tu tapes son nom sur Internet, corruption. Il était reçu en grande pompe. Bon, bah écoute. D'accord. Bon, C'est ça que ça voulait dire, c'est ça qu'il fallait comprendre en filigrane dans ce que tu avais écrit. Ok. Parce que je pouvais Bon. pas, après, si tu veux, moi j'ai sa version à lui, qu'il m'avait raconté à l'époque, mais déjà dans lui, ce qu'il raconte, il y a 80% qui met à la poubelle. Donc, non, mais vraiment, c'est le mec, tu l'écoutes, il a tout fait. Bon, c'est le foot, quoi. Mais je sais par d'autres personnes qu'il y est allé plusieurs fois, notamment un qui me l'a confirmé, parce que quand même, le LOSC lui avait payé le taxi de Paris à Lille, quand même. Hein. Ce qui est beau. Ce qui est beau. Donc il a été reçu. Puis il leur disait qu'il allait vendre des joueurs en Russie. Enfin bref. Le foot, quoi. Le foot. À Lille, on a parfois la culture de la mythomanie. Hein. Rappelez-vous de l'affaire Zacharias dans les années 50 avec le joueur obscur dont on a parlé la semaine dernière. Un type qui n'était pas du tout joueur de foot et qui s'est fait passer pour un international et qui a failli se faire embaucher à Lille. C'est un des plus beaux trolls avant l'existence d'Internet. Donc, Arnaud, est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alors, sur le Facebook ou tout sur le monde voit les paroles de Twitch? Romain. Il y a Patrice qui est d'habitude avec nous aussi. Il dit les histoires de Romain donnent envie de lire son livre. Ça fait voyager et c'est parlant. Et c'est vrai que moi j'ai beau écouter aussi, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. C'est vraiment passionnant. Moi je te connaissais pas réellement. J'ai regardé simplement les vidéos. Voilà. Après les vidéos c'est que des chiffres. Hein. Mais alors le livre ça va être quelque chose. Hein. Je préfère entre parenthèses le livre que les vidéos moi, pour l'instant. ça donne envie. Hein. Ah ouais, bah c'est. Ah, c'est ce que je vois, ouais. Moi, j'y mets beaucoup d'amour, surtout dans ce que je fais. Puis, si tu veux, il y a plus de 70 entretiens. Enfin, vraiment, je mets tellement d'amour dans ce que je fais. Puis, en plus, il est illustré avec des dessins qui ont été faits par une dessinatrice. Tous les chapitres à ce niveau-là. Et voilà, puis c'est le foot aussi que j'aime, si tu veux, où je vais vraiment dans les détails. Puis, c'est jamais moi qui raconte, en fait. Il y a énormément de témoignages. Parce que moi, je suis un metteur en scène, quelque part. Si on écoute les gens. Je trouve qu'il faut presque lire tes livres avant de regarder tes vidéos parce que je pense, pour suivre beaucoup de monde, tu es un des mecs qui source le plus, qui croise le plus les infos avant de balancer des trucs. Et toi-même, tu passes pour un mythomane. Tu sais qu'il y a énormément de haters qui te rendent dedans. J'imagine bien. Hein. Que tu racontes n'importe quoi. Et le fait justement de lire tes livres, ça vient vachement crédibiliser ta démarche. Et on voit que tu n'es pas un rigolo justement grâce à tes bouquins en tout cas. Oui, et puis bon, si les gens qui s'intéressent à ce que j'ai fait, je ne suis pas tout seul, mais on a quand même réussi à faire bannir à vie un prénom de fédération pour viol sur mineur. Donc bon, si j'étais un mythomane, le jour où tu fais ce dossier-là, et moi je le continue, ça fait 11 mois maintenant, où c'est quasiment un job à plein temps aussi à côté à ce niveau. Donc c'est l'ancien président de la Fédération Haïtienne de foot. C'est moi qui fais le suivi avec les familles et tout. Bon, tu te doutes bien que quand si tu es un mythomane, tu fais pas ça. Tu fais pas non plus des enquêtes dans le New York Times pour d'autres comportements suspects sur mineurs, notamment en France, en remettant en question l'attitude de la Fédération française. Et là, je trouve avec plusieurs dossiers de pédophilie dans le foot, à niveau international. Donc voilà, parce que ça aussi, on touche pas aux enfants. Mais je comprends. Après, quand un mec regarde ce que je dis, il doit se dire, mais il sort d'où ce mec? Mais moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit que le foot c'était comme ça, j'aurais jamais cru. Mais j'aurais jamais cru. Mais quand tu rentres dedans, tu te dis. Après, il y a Rico qui est sur le Twitch, il dit comme ça. En 69, il dit, je crois, il y a eu une guerre entre deux pays d'Amérique centrale à la suite d'un match de football. Et voilà, c'est ça aussi. Donc c'était par rapport à ce qu'on Honduras et Salvador. C'est fou, hein, des fois, des pays comme ça. Mais tu vois, cette anecdote-là, je trouve qu'elle est surcotée parce qu'en fait, c'est un journaliste qui a donné ce surnom. Parce qu'en fait, ça correspondait chronologiquement avec cet affrontement. Mais ce n'est pas la principale raison. Il y a d'autres affrontements liés au foot. Moi, je vais t'en citer un, qui a un affrontement diplomatique entre le Danemark et la Chine. On est en 2004. Tu as l'équipe du Tibet qui doit jouer un match amical face à l'équipe du Groenland, position danoise. Tu as l'ambassadeur de Chine au Danemark qui dit si vous accueillez le match, rupture des relations diplomatiques. C'est vrai qu'avec le Tibet aussi, c'était spécial. Pour un match de foot. Ah, oui. Tu vois, donc ça te montre aussi le pouvoir du foot. Puis, combien de pays ont utilisé le football pour essayer d'avoir leur indépendance? On pense au Kosovo, à la Palestine, qui sont des membres FIFA et qui cherchent une reconnaissance internationale. Et il y en a d'autres aussi à ce niveau-là. Mais oui, la guerre du foot, Honduras-Salvador, c'est aussi important. Mais il y a plein d'autres histoires à ce niveau, je pense. Il y a l'Irlande aussi. L'Irlande du Nord. Exact. Mais il y a plein d'histoires fascinantes. Tu vois, même la Libye. Et tu regardes, souvent, quand les pays sont en guerre ou autre, c'est là où ils vont avoir leurs meilleurs résultats. La Syrie qui quasiment se qualifie pour le premier mondial de son histoire en 2018. Le Yémen qui se qualifie pour la première Coupe d'Asie de son histoire il y a 2 ans. L'Irak qui gagne la Coupe d'Asie en 2007. Si tu veux, il y a une espèce de concert. Le Cambodge, son âge d'or, c'est juste avant les Khmers rouges. C'est pendant la guerre civile quand même. Oui. Enfin, les bombardements, du moins, excuse-moi. Donc, il y a quelque chose aussi. C'est un beau personnage aussi, Ken Kang. Ah, Ben Pratt. Ouais, Ken Pratt. Le serpent de Ken Kang, c'est exceptionnel. Ouais. Mais c'est le plus beau surnom du monde.
Imagine les mecs Messi, la Pulga, mais c'est nul comme surnom. Personne n'est le serpent de King Kong, même le plus grand surnom. Et ce monsieur vit dans l'anonymat en France, alors que c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire asiatique. Hein. Ouais. C'est le roi du Cambodge lui demandait de faire gagner l'équipe quand même. Faut imaginer le grand délire quand même. Hein. C'est beau, c'est beau. Et lui, ouais, il apparaît plusieurs fois dans le livre, il revient, et c'est bien, quoi. C'est bien comment c'est fait, parce que il apparaît une première fois, après tu le fais disparaître, il revient derrière, on le voit apparaître derrière l'équipe du Cambodge. Ouais. C'est bien fait. En tout cas, la passion qu'on entend dans ta voix, on la retrouve bien dans le livre. Et c'est vrai qu'on invite tout le monde à l'acheter et surtout à le lire. Est-ce que tu as d'autres projets, j'imagine? Tu as un bouquin en préparation? On peut déjà savoir de quoi ça va parler? Il y en a deux. Il y en a un que je vais faire autour du Yémen, alors qui dépasse évidemment le football, parce que c'est... En fait, à travers le football, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer de ma vie. Quand je parle des anciens pionniers politiques, aux responsables politiques des séparatistes du Sud, même quand j'étais pour Yémen-Arabie Saoudite, il y avait un gars à un moment donné qui me fixait, etc. À un moment donné, je parlais à un gars de la sélection, il me dit, bah lui, oui, il est envoyé par le gouvernement. Je dis, bah, j'ai bien compris qu'il est envoyé par le gouvernement pour surveiller. Mais si tu veux, par le foot, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés avant. Et le Yémen, ça me touche profondément ce qui se passe, donc je suis en train de préparer quelque chose, mais le gros projet que j'ai là, c'est un petit livre caritatif, parce que je vais monter une association en Haïti avec notamment la famille d'une des victimes donc, de viol par l'ancien président de la fédération. Donc une association contre l'illettrisme, et où tous les bénéfices de cet ouvrage seront versés à cette association-là, où je m'assurerai personnellement que les fonds ne seront pas détournés comme dans plein d'associations et ONG qui malheureusement, notamment en Haïti où l'argent, on ne sait pas où il est passé. Et donc ce sera dans la ville de naissance d'une de ces filles-là. On est en train de voir à ce niveau avec 2 points, donc contre l'illettrisme, mais également vis-à-vis de la nourriture, parce qu'il ne faut pas oublier la réalité haïtienne à ce niveau-là. Et donc ça, c'est un truc sur l'histoire du football haïtien, donc je fais beaucoup d'entretiens avec les joueurs et les dirigeants. Et ça, c'est le projet que je fais, parce que je pense que le monde est fait pour faire des causes, et celle-là, ça me permettra de fermer la page de ce dossier-là qui aura changé ma vie, que je le veuille ou non, et qui aura changé aussi un minimum, on va dire, l'histoire du football haïtien, ce qu'on a fait là, ce qu'on est en train de faire. Donc ouais, c'est le projet que j'ai actuellement. Alors, Jérémy, tu connaissais Robin. Est-ce que ce qu'on vient de dire t'a donné envie de lire le livre? Le livre, je l'ai déjà acheté, mais j'ai plus qu'à le lire maintenant. Donc, merci beaucoup. J'ai déjà lu aussi plusieurs bouquins de Romain. J'ai lu son tout premier livre, Gala Football Club. J'ai aussi lu La Bande Negra, j'ai aussi adoré. Je me tarde également aussi parce qu'il m'a intrigué. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais il m'intrigue. C'est le bouquin sur Edinson Cavani, où on découvre plus que le footballeur, le personnage, qu'il est vraiment un personnage qui reste humble. Et ça, ça donne aussi de mettre à ma liste de lecture. Donc voilà, c'est vrai que je suis Romain depuis ses tout débuts, depuis son blog sur l'équipe Kick-Off. Donc c'est vraiment ancien. Quoi. Ça me touche, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la fidélité. Je suis un des pionniers, on va dire. C'est ça. Voilà, donc ça nous aura permis de parcourir l'ensemble de ta biographie. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, donc toujours avec Romain Molina, donc, qui nous accompagne pendant cette émission, avec Jérémy Lison, qui est également présent avec nous, et nos intervenants habituels, donc Jérémy des Dogs d'honneur, Julien des Dogs de Paris, Christophe des Dogs du Net et Arnaud, que vous ne voyez toujours pas, mais qui est bien présent derrière les manettes. Donc, deuxième partie, je vous propose de faire un bilan de cette première partie de saison du LOSC sur le plan sportif, sur le plan extra-sportif. Je vous propose de commencer peut-être par l'extra-sportif. Alors, on en a beaucoup parlé ces 15 derniers jours, avec l'arrivée d'Olivier Létang, la sortie de Gérard Lopez, l'arrivée également de Merlin Partner. On a la chance d'avoir Romain avec nous, qui a publié récemment une vidéo qui s'appelle Le grand bluff de Gérard Lopez. Alors, je ne sais pas si tu veux nous parler de cette vidéo, la résumer, Romain, peut-être pour. Depuis que Lopez est arrivé, de toute façon, il a fait un gros coup de bluff. Pour lui qui a marché, très clairement, surtout ce qu'il est en train d'essayer de récupérer là. Son modèle économique notamment, ce qu'il a fait, c'est quand même... C'est l'ultra-capitalisme appliqué au foot, en fait, tout simplement, avec Elliott et tout le reste. Donc c'était un peu pour montrer la réalité derrière tout ça, parce que moi, je ne vais pas parler du terrain, je ne regarde pas assez de matchs du LOSC. Par contre, bravo au staff, bravo aux joueurs, bravo à Galtier. Énorme ce qu'il fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la régularité de ce mec-là. Mais si tu regardes ailleurs, on va dire que la soupe était très bonne au LOSC. Et moi, mais quelque part, je suis assez optimiste, parce que tu n'as plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je rappelais souvent cette anecdote, mais Lopez, il fait le malin. Mais Lugo, le club, soi-disant, de sa région natale, il n'a pas réussi à sortir 1,5 million à l'époque, quand même. Hein.
Et tout ça, c'est documenté. Les gens, ils peuvent taper sur Internet l'article, tous les articles de la presse espagnole. Il n'a pas réussi à faire ça. Et donc, après qu'ils prennent à crédit, il y en a beaucoup qui le font, mais le train de vie du club, il était délirant. Absolument délirant. Il suffit de voir l'augmentation des fameux autres charges qui me tuent, ça me tue. Tu regardes simplement les bilans d'NCG, tu regardes les dépenses comme elles ont aussi explosé. Puis là, on a vu en plus en termes de commission d'agence que ça peut donner, ça a aussi explosé. Tout a explosé. Et ce que les gens oublient, c'est que sur chaque transfert, il y avait un intéressement. Il y a un intéressement. Donc ça veut dire que pendant que le club va potentiellement par les ventes de joueurs rembourser les prêts que lui-même a contractés, je rappelle quand même, parce que lui, il n'a pas mis un sou. C'est pas lui qui a mis l'argent. Mais si tu regardes, c'est inique quand même comme système. C'est-à-dire que même, je vais aller plus loin, mais quand tu t'abonnes à Lille, quelque part, il y a une petite partie qui va servir à rembourser les prêts. Qu'un mec qui a récupéré le club et qui n'a rien mis. Quelque part, c'est quand même super cynique. Et qui en même temps va te dire, mais moi j'aime le club, et qui a un intéressement sur les transferts. Alors pas lui, mais Scoutly, etc. C'est quand même magnifique. Et donc ça, moi, ça me... Putain. Et après, quelque part, j'aimais bien un truc avec Lopez, c'est qu'il n'allait pas faire des leçons de morale. Tu vois, c'était pas Bernard Caillasot qui te dit le football, etc. Parce que Saint-Etienne, c'est... Mais au bout d'un moment, ça pouvait pas durer, quoi. Ça pouvait pas durer. Mais bon, il a tout gagné. Et là, pour Lille, pour ça, je suis très optimiste. Je suis pas du tout inquiet pour vous. Comment t'expliques qu'en bluff, ça fonctionne tout le temps? C'est juste la qualité des communicants des mecs. Il faut reconnaître qu'il est bon communicant. La première année a été catastrophique, donc tout le monde lui tombait un peu dessus. La deuxième année est bien meilleure. Il y a la bip bip qui décolle. C'est incroyable. Le jeu développé par le LOSC est super beau. Et il fait un édito, il fait une déclaration d'amour au club en disant, en gros, je connaissais pas Lille, je connaissais pas le LOSC, j'ai appris à l'apprendre, je suis tombé amoureux de ce club. Et évidemment, 90% des supporters avaient des yeux, tu vois, comme des merlans frits et sont tombés amoureux de ce mec, quoi. C'est ça la force de ce genre de type. Très fort. Pareil avec. Vas-y, Jérémy. Avant le derby, moi, quand Lens gagnait, c'était encore la télévision noir et blanc. Il faisait des grandes phrases comme ça, mais c'est pour attirer, quoi. C'est que du bluff, comme qui dirait. Donc, des belles phrases, quoi. C'est un communicant, quoi. Alors, moi, je voudrais pas, enfoncer la tête de Lopez sous le sable, mais je vais reprendre une citation d'Amano Negra, parce que je l'ai pas terminé, je dois être tout à fait honnête, mais je l'ai commencé hier soir, donc j'ai une bonne excuse. Donc et par contre, j'ai repéré une petite phrase qui résume bien finalement la position du supporter par rapport à ces échanges finalement de gouvernance dans le club. Je crois que c'est Pini Sahavi qui disait à un moment, les supporters, ils s'en foutent de qui détient le club, ils se préoccupent seulement des résultats de leur équipe, comment leur équipe gagne, comment ça marche. Et c'est vrai que moi, ça fait des années que je suis supporter, je suis toujours partagé entre finalement le football d'avant, où il y avait des joueurs qui étaient proches des supporters, et finalement aujourd'hui l'obligation de rentrer dans une espèce de foot business pour avoir des résultats et avoir un effectif qui permette d'aller loin sur le plan notamment national et européen. Je me souviens d'un échange que j'avais il y a une quinzaine d'années avec un journaliste de La Voix du Nord, à l'époque où on se battait pour avoir le grand stade à Lille. Oui. Et je lui avais dit, j'ai l'impression de me battre contre mes propres démons, parce que le stade, il est indispensable pour que le club puisse progresser, mais j'ai l'impression de faire rentrer le loup dans la bergerie, parce qu'avec le nouveau stade, on rentrera dans le domaine du foot business, et là, on va perdre un peu de notre identité de club par rapport au lien que les supporters puissent avoir avec lui. Et donc, en fait, on a toujours cet échange. Là aussi, c'est pareil, que ce soit finalement Elliott ou Merlin, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Et après, il y a le contexte et il y a le détail des comptes. C'est ça qui est important. C'est ce que tu montres dans la vidéo. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu aujourd'hui avec la DNCG qui a publié effectivement le coût versé aux agents par les différents clubs. On s'aperçoit, alors tu as communiqué ce matin, Romain, sur Twitter, il y a 23 millions de coûts d'agents sur l'année 2020, pardon. Et alors que l'année précédente, on était à 8 millions, 5 millions l'année d'avant. Ça fait que sur la dernière année, c'est une augmentation de 171%. Alors, on est dans un contexte inflationniste pour l'ensemble des clubs, mais c'est vrai qu'il y a une vraie particularité lilloise et qui explique
les difficultés financières, les difficultés de remboursement et ces fameux autres frais que tu évoquais dans ta vidéo. Pas que lilloise, parce qu'en fait, il faut toujours comparer cette somme-là vis-à-vis de l'ensemble des transferts, en fait. Parce que les commissions d'agents, normalement, elles prennent en compte les années de contrat et les salaires des joueurs. C'est pour ça que vous avez maintenant... Pourquoi les joueurs ils signent de plus en plus de longs contrats? C'est pour allonger les coms. Dans tous les clubs, hein. Et les transferts. Mais tu as aussi les prolongations de contrats qui rentrent également dans ce domaine-là. Et je ne sais pas si c'est compté les pourcentages à la revente. Normalement, en France, c'est interdit, mais t'inquiète pas qu'il y a des accords. Mais tu prends par exemple Saint-Etienne. Les gens n'en parlent pas. Mais comment ils ont pu donner 5 millions de commissions d'agents Saint-Etienne? Ils ont fait quoi comme transfert l'an dernier? C'est incroyable quand tu réfléchis, ce chiffre de Saint-Etienne, il est lunaire. Ouais. En Ligue 2, Auxerre, 1,7 million. Tu regardes les clubs de Ligue 2, tu dis un problème. Et Lille, alors il faut savoir un truc, tu peux mettre des mandats, ces fameux mandats clubs. Et Lille, comme plein d'autres, en font. Sauf que si tu regardes les transferts entrants à Lille l'an passé, si je crois, je dis pas de bêtises, c'est 90, 100, ça doit être 100 millions comptant mercato été et mercato d'hiver, si je dis pas de bêtises à peu près. Lyon a fait plus, par exemple. Par contre, en vente, tu as la vente de PP, etc. Mais normalement, la vente de PP, à moins si tu as mis un mandat à un mec et que tu vas lui filer 5 à 10% de la somme, tu n'es pas obligé de le faire en théorie. Mais ça montre une chose, ça montre que Lille a donné beaucoup de mandats sur les joueurs qui sont partis. Et le problème, c'est que la somme, si tu la mets vis-à-vis des transferts entrants, elle est colossale. Mais elle n'est pas plus colossale que Saint-Etienne. Hein. Mais Saint-Etienne, c'est discret. Personne ne va te dire 5 millions, ils n'ont quasiment pas fait de transfert. Oh non, mais c'est délirant. Mais c'est délirant. Mais ça fait partie des clubs qui... voilà. Et à l'inverse, je veux dire une chose sur le truc d'NCG. C'est très mauvais quand un club a des commissions d'agents très faibles. Ça veut dire qu'il y a magouille. Type Nantes. L'an passé, 400 000 €. Non mais attends, mais c'est pas possible. Quand tu mets les transferts et les prolongations de contrat, c'est forcément plus. Donc quand il y a ça, tu te dis, ils ont magouillé ailleurs. Et puis bizarrement, à Nantes, les autres charges, comme Lille, tiens, je sais pas pourquoi, c'est passé je crois, de 17 à 27. Bon. Mais alors, ça veut dire que nous, tu veux dire que nous, on fait coup double, parce que tu l'as dit dans ta vidéo, les autres charges, on est passé en gros d'un montant de 20, 25 sous Cédou à quasiment 60 millions aujourd'hui. Et en plus, on en prend pour 23 millions de commissions aux agents. Je sais, parce que je connais des mecs qui ont pris des contrats de scouting à Lille, alors que c'est des agents. Et comme ça, ils ont été rémunérés comme ça aussi. Donc, mais ça, il y a plein de clubs qui le font. Tu sais, alors que Scoutly, c'est la meilleure solution autoproclamée de scouting au monde, quoi. Bah normal, ils ont un intéressement sur les transferts. T'imagines? C'est magnifique. C'est-à-dire que même quand les transferts ils sont entrants, il y a un intéressement. C'est-à-dire que plus ils achètent cher, plus. Non mais c'est. Mais Bordeaux a fait le même système quand ça a été racheté. La différence, c'est qu'à Lille, Lopez était très malin. Il s'entourait quand même de professionnels du foot. À Bordeaux, c'était juste des braqueurs. Et regarde, moi, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux au bout d'un moment? Les mecs qui ont racheté Dagrossa et Varela, ils sont pris un coup de pied au cul. Hein. Et du jour au lendemain, ils ont été dégagés par un fonds. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu avec Lille. Les deux situations, en fait, sont similaires. Et si tu regardes aujourd'hui dans la presse, les anciens propriétaires de Bordeaux, et je pense que même si vous êtes à Lille, vous avez vu ce qui s'est passé à Bordeaux quand même. Je pense qu'on voit le gros souci qu'il y a depuis le rachat. Et bien, ces gens-là font la même chose que Lopez aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont essayer de vendre leur modèle à d'autres fonds d'investissement pour refaire pareil. CF, un article de Forbes qui t'explique à quel point les gens de Bordeaux ont fait un truc révolutionnaire et qui vont faire le nouveau Manchester City, quoi. Le nouveau City Football Group. Bah oui, pourquoi pas, tiens. Par contre, j'ai quelque chose à te demander, Romain. J'ai entendu parler du système donc au niveau des années de contrat. Pour moi, lorsqu'un joueur est transféré et qu'il signe pour un certain nombre de contrats, qui est, je crois, limité à 4 ou 5 ans, et ça dépend aussi de l'âge du joueur, enfin, c'est un peu particulier. Pour moi, ça veut simplement dire que le club avance qu'une seule fraction, que la première année de contrat, et qu'il paye au club qui est donc dépossédé de son joueur autant de fois que de nombre d'années avec lequel il s'est engagé. Et ce qui permet donc, lorsqu'on entend avec un transfert, je ne sais pas moi, on va faire simple, de 7 millions sur un contrat de 7 ans, en fait, le club achetant donne au club vendeur 1 million d'euros par an pendant 7 ans. Alors, en fait, ça dépend. En fait, c'est au niveau comptable, ça. En fait, si tu veux, il y a la différence entre... Aujourd'hui, les deals, par exemple, tu prends Pépé. On va prendre l'exemple de Pépé. Tiens. Arsenal ne paye pas tout d'une traite. Aujourd'hui, tous les transferts se font en 4-5 ans, selon plusieurs versements, etc. Alors, par exemple, à Saint-Etienne, là, quand ils ont vendu Fofana, ils ont demandé est-ce qu'il y ait beaucoup directement parce qu'il n'y avait pas d'argent en caisse. Donc, ils ont retenu un gros chèque d'abord.
Lille, sur beaucoup de transferts, et c'est comme de partout ailleurs, ça fait que c'est payé en 3-4 ans, etc. Sauf que derrière, admettons, on va reprendre l'exemple pour le fair play financier, etc. Pépé, admettons, il a signé 5 ans Arsenal, donc tu fais 80 divisé par le nombre d'années de contrat, et en fait, c'est l'amortissement chaque année, c'est à peu près ça. Oui. Donc ça, c'est sur le bilan comptable et tout. Mais par contre, pourquoi on allonge la durée des contrats? Maintenant, tu as des contrats à 6 ans souvent, c'est parce que derrière, c'est une manière de croquer, quoi. On va être honnête, c'est surtout pour croquer, quoi. Mais tu as raison, même Lille, quand ils ont fait les achats, parce que vous avez fait des gros achats aussi quand même, pas trop, c'est payé échelonné en plusieurs années. C'est pour ça que là, Lille va recevoir, je sais, cet été, par exemple sur Pépé, sur d'autres transferts, Osimhen aussi, c'est pas tout direct. Même si Osimhen, par exemple, c'est l'exemple type du deal qui sent très mauvais, avec les joueurs de Naples en contrepartie, le ci, le là, qui sont surfacturés. Le changement d'agent, d'ailleurs, il faudrait se demander pourquoi l'agent qui a récupéré Osimhen, il est tout le temps à Dubaï en train de. Enfin bref, il y a encore autre chose. Il y aurait beaucoup à dire sur M. Davila. Et ce genre de choses-là, quoi. Mais si tu veux, Lille, ce qu'ils ont fait, et ce que j'aimerais mettre en avant, c'est ce que beaucoup d'autres clubs font. La différence, c'est que Lille a eu l'honnêteté de. Ils n'ont jamais donné de leçon de morale. Mais ce qu'ils font, Saint-Etienne et plein d'autres clubs font pareil, en fait. Bordeaux faisait pareil. Metz fait pareil. C'est le foot, hein. J'ai une petite question par rapport à la DNCG. Alors, on parle toujours du passage à la DNCG, on se dit purée. Alors moi, j'avoue, je bosse, voilà, je bosse toute la semaine. J'ai pas envie de me mettre dans les comptes de Lille le week-end. Normal. Et là, avec les affaires qui sont passées, tes vidéos, on a commencé à regarder comment ça se passait. Et quand on commence à regarder, on se dit purée, mais c'est pas possible. Une DNCG, qu'est-ce qu'elle vérifie la DNCG? Parce que à un moment donné, tu arrives avec 200 millions de dettes. Tu dis, bon, ok, j'ai quelqu'un qui peut me garantir sur 80 millions, ça passe, on passe l'année d'après. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il vérifie quoi, la DNCG, au juste? En fait, c'est pas qu'ils déjà, il y a un gros problème de la DNCG, c'est qu'il n'y a aucune transparence, même dans leurs comptes, parce que quand ils publient les comptes, le fameux autre charge, putain, mais c'est magnifique, tu mets tout dans autre charge. Ouais, On parle de 30, 40 millions, 60 millions, mais c'est quoi, en fait? Pas Il faut possible. préciser un minimum. Donc, il y a un manque de transparence, mais je vais te dire un truc. J'en parlais avec quelqu'un qui a travaillé à l'époque pour Tracfin, donc qui lutte contre le blanchiment et tout ça, qui m'a quand même dit, mais sans trembler, hein. Il m'a dit, si moi à l'époque j'avais eu les ordres d'y aller, il y avait la moitié des dirigeants du foot français qui terminaient en prison. Ouais. Donc je vais dire ce que j'ai souvent dit. Le foot, c'est politique. Autrement, on n'aurait pas Noël Le Graët à sa tête parce que depuis longtemps, les scandales qui le concernent seraient sortis. Et pour la DNCG, est-ce qu'elle peut vraiment décider de quelque chose? J'en suis pas persuadé. Et là, on va flinguer Lille, qui est flingable, attention. Mais Niort, ils ont eu un rachat. Ils n'ont pas donné les gars. En gros, imagine que le club n'a pas transmis toutes les données. Et en gros, la DNCG les sanctionne. Et moi, on m'a dit, si ça avait été hors saison, ils auraient déjà été relégués tellement c'est scandaleux. Et donc, ils se prennent une exclusion de la prochaine Coupe de France, etc. Donc, ça te montre qu'en fait, en Ligue 1, Ligue 2, il y a d'énormes soucis, mais souvent, on se tait. Et je te prends un autre exemple. Les joueurs de la Duchère en national ont écrit une lettre. Il y a un collectif de joueurs abusés par la Duchère qui ont écrit une lettre à la DNCG quand même, dénonçant toutes les magouilles du club, même un cambriolage où ils disent que c'est les dirigeants qui les ont cambriolés et tout. Enfin, un truc de fou. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as entendu la DNCG sanctionner ou simplement se renseigner sur ce que fait la Duchère? Non, rien. Alors t'imagines que pour la Duchère, si on fait rien, en Ligue 1, on va faire quoi? Ouais, non, mais c'est ce que je pensais bien. C'est pas l'envie que j'avais de la DNCG. Ouais. Alors, je m'adresse un peu aux supporters lillois, avec tous ces chiffres qui sont astronomiques et qui donnent le vertige. Est-ce que finalement ça justifie la qualité du travail de Campos et la qualité du recrutement de ces dernières saisons? Comment vous relativisez finalement les deux choses? Qui veut commencer? Jérémy des Doc Donner. Tu veux rebondir là-dessus? C'est quand même ultra bizarre. Enfin, tout ça est quand même. Il y a quand même deux mondes entre le sportif et l'extra-sportif. Après, c'est la sensation que ça en donne. Le fait de. Ouais, j'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus parce que, en tant que supporter, et tu l'as bien dit, tu demandes aux supporters de s'exprimer. C'est toujours même difficile d'entendre du mal à propos de son club, que ce soit du sportif ou de l'extra-sportif. Et c'est pour ça que Romain aussi s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. C'est qu'on touche à... Et même Jérémy Lison a aussi cet amour-là, il peut le dire aussi. C'est quand même ultra... ça fait mal en fait quand on dit ouais le club c'est bon, il va pas face à la DNCG, on a toujours cette crainte, va être relégué en Ligue 2 ou bien en attente de documents complémentaires, c'est la phrase type quoi. Et c'est vrai que c'est toujours très très blessant d'entendre ces mots-là quand tu suis un club comme nous on le suit.
Ouais, et puis c'est cette situation-là, on la vit maintenant depuis 4 ans, quoi. On n'est pas serein non plus, quoi. L'autre Jérémy, tu as un avis là-dessus? Bah, moi, je reviens pareil à Jérémy aussi. C'est vrai que voilà, ça c'est aussi d'entendre des choses, mais voilà, moi en tant que supporter, amoureux du club, j'ai un peu ce côté naïf de me dire, j'aime le football, j'aime le terrain, mais derrière il y a tout ce côté dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ce côté un peu moche, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui. Si honnêtement, je m'attachais énormément à ce côté moche, je crois que j'arrêterais d'aller au stade depuis un bout de temps, quoi. Donc, c'est un peu ce côté naïf et vraiment l'amour de ce club et de cette histoire qui me pousse encore à aller au stade et vibrer pour l'équipe, quoi. Et le sport en général. Christophe, toi aussi, tu es naïf? J'essaye, mais j'ai du mal, hein. Non, je trouve que moi, ce qui m'embête, c'est qu'on n'ait plus de vrais patrons à la tête du club, quoi. On a des gens qui viennent, qui se servent, qui s'en vont. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui dit tiens, j'arrive et je suis là pour 10 ans, je suis là pour 15 ans, j'ai un projet sportif, je vais faire quelque chose de ce club. Et moi qui connais un peu le football du secteur, parce que j'ai 3 enfants qui jouent dans le secteur, je trouve qu'au niveau du centre de formation lillois, on ressent un peu ça aussi, même au niveau des jeunes. C'est pas vrai d'ailleurs au niveau des filles. Elles sont plus motivées que les garçons. Mais ils sont un peu blasés, les mecs. Ils jouent. L'année d'après, il y a 10 joueurs qui vont venir de partout en France, de partout dans le monde pour venir à leur place. Qu'est-ce qu'ils en attendent d'un club comme ça, quoi? Donc c'est ça qui m'énerve un peu. On a 55 joueurs, ça fait 5 joueurs par place, quoi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, mais on joue qu'un championnat, hein. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Je préférerais qu'on ait quelqu'un qui soit peut-être un peu moins fortuné, mais qui ait une ambition à long terme. Bon, pas grand-chose, hein, 5-10 ans, ça serait déjà pas mal. Et qui rebâtisse un peu ce centre de formation qui vaut autre chose que de l'immobilier chinoise, quoi. Julien, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'irais dans le sens de GG, parce que, oui, on va un peu au stade, finalement, en se pinçant le nez maintenant, tu vois. Mais ça fait des années, c'est depuis l'arrivée de Lopez, avec mes copains, on est en honneur et on s'est posé la question à un moment, on s'est dit, bon, il n'y a plus de bière, on se fout de nous, on voit bien que c'est un système tout financier international. Et on s'est dit, est-ce qu'on va à Moucron? On en était vraiment là, parce qu'à Moucron, tu peux boire des chopes, tu rigoles, et il y avait, il y a quelques années, encore un esprit familial. Finalement, quand tu lis La Mano Negra et machin, même Moucron, ça a toujours été l'objet d'échanges, de machin. Moucron, c'est hyper sale, en fait. Et pour répondre quand même à ta question, parce que ta question, c'est est-ce que le sportif, etc. J'ai envie de te dire que parfois, ces mecs-là qui dirigent le club et qui n'aiment pas le club arrivent à faire de nous ce qu'ils veulent faire de nous, c'est-à-dire des fans. Et c'est ça, hein, ils parlent bien de fans, c'est leur activité consacrée. C'est-à-dire que gentiment, on applaudit et on crie quand on voit jouer ces mecs qui sont tellement forts. On n'a certainement jamais eu un effectif aussi fort que cette année. On s'est projeté dans le football moderne avec la Bip Bip. Jamais encore le LOSC avait basculé. Alors si, un peu Eden Hazard, etc. L'année du titre 2011, en effet, ça joue très vite, c'est un peu du football moderne. On parle de Barça du Nord. Mais là, actuellement, enfin, avec la Bip Bip et ce qu'on vit actuellement, cette capacité à se projeter vite, la qualité souvent des ailiers, etc., grâce à ces mecs, grâce à Campos, grâce à Ingla, grâce à Lopez, on s'est projeté dans le football moderne et on a beau savoir que ça pue la merde, on applaudit, on se lève, on crie et on est content parce qu'on est picousé au club. Mais en vrai, et c'est ce que disait Romain tout à l'heure, quand on en parle, quand l'émission elle est finie, on parle de quoi? On parle de Grémont-Préjoris, on parle des branlés qu'on prenait en D1 puis en D2 et des matchs contre Louan-Cuiseau, on était 2500 et où pour le coup, tous ces mecs qui sont à l'écran là, on y était, nous on faisait partie des 2500 et on est nostalgique un peu des losers magnifiques qu'on était à l'époque. Et c'est là, je pense, où ça recoupe pas mal ce que disait Romain tout à l'heure. On a un peu le même rêve et ces gars, ils arrivent à nous embarquer dans leur truc. Parce que malgré tout, ça joue très bien. Et j'insiste quand même là-dessus. Donc, Romain l'a dit aussi, mais quelle chance on a d'avoir Galtier. Quelle chance on a d'avoir un vrai être humain, un mec qui est transparent dans sa communication, un mec qui est tellement… Mais j'ai préparé, mais on n'aura pas le temps, j'ai préparé des citations que j'ai lues
dans des interviews de Galtier, le mois dernier encore. Mais c'est le seul coach en France à être aussi transparent, à parler des joueurs comme ça. Je vous en lis juste une parce qu'elle est incroyable. Il parle de Renato Sanchez. Il dit, quand on a récupéré Renato, il était comme une voiture miniature dont tu remontes le mécanisme et qui fonce dans tous les sens. Il n'avait pas de discipline, il voulait tirer le corner et le reprendre de la tête en même temps. Mais quel entraîneur français aurait la transparence d'écrire ça? Il aurait peur de prendre un shoot du joueur derrière. Galtier le fait, parce que c'est un vrai coach. Il y a des vraies qualités de communication avec ces mecs et il tient vraiment cette équipe, quoi. Et franchement, moi, si je suis encore autant passionné, c'est beaucoup, beaucoup grâce à Galtier. Et je pense que le jour où il sera parti, ça va vraiment devenir compliqué. Alors, vous savez que souvent, je me fais l'avocat du diable. Souvent, je suis un peu le Don Quichotte du bistrot des Losques à défendre la veuve, l'orphelin et le Gérard Lopez. Je voulais préciser une chose. C'est pas Gérard Lopez qui a enlevé les bières au stade. C'est la date de la loi Evin. C'est bien antérieur à ça. Il ne faut pas l'accuser de tous les maux. Ça fait partie du tout, du manque de convivialité et de... Arnaud, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que les internautes sont réactifs sur le sujet? Oui, alors il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être toutes les dire en même temps parce que ce sera beaucoup plus simple. Pour Romain, déjà d'une part, il y en a un il y a Milenko qui dit dans les clubs de Ligue 1, lesquels lui paraissent les mieux armés économiquement pour jouer le podium dans les années à venir? Déjà celle-là. Après, il dit que c'est une autre personne. On va peut-être faire question par question. Ouais, ok, comme tu veux. Par exemple, Monaco, là, ils cherchent beaucoup d'argent. Monaco, ça va très très mal. C'est compliqué à dire parce qu'un club comme Strasbourg, qui n'a pas vraiment de déficit de dette. Tout à l'heure, on parlait d'un grand patron. Je ne suis pas fan de Keller spécialement, mais ils ont repris le club en division inférieure avec un vrai projet. Ils ont fait remonter le club en travaillant sur les structures. Ce qui est rare en France, travailler sur les structures, c'est un truc. Demande à Olivier Sadran s'il a travaillé sur les structures à Toulouse. Il disait toujours le centre d'entraînement est toujours aussi pourri. Enfin bon, c'est encore autre chose. Donc Strasbourg, c'est pas mal, mais là, ils cherchent un nouvel actionnaire, etc. Parce que Keller a des vues sur la Fédé et tout. Donc si Strasbourg s'est bien repris, parce qu'il fait attention à qui pourrait reprendre le club, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense que Strasbourg, à terme, peut être un club intéressant. Tu as toujours Lyon, quand même, qui a quand même des... c'est pareil, on est sur un projet structurel qui est assez long, même si Lyon est aussi dans une politique de trading. Ils ne le disent pas, mais Lyon est aussi un club de trading. Il faut pas... C'est un peu leur modèle économique. Ils n'ont pas tellement chaud, mais c'est de par le nouveau stade. Maintenant, Rennes, ça peut être intéressant aussi. Rennes travaille pas trop mal, ça va. Et Montpellier, non? Qu'est-ce que tu penses? Montpellier, ça restera toujours un peu limité, mais oui, ça va. C'est pas, tu vois, quand tu vois des clubs comme Nantes à côté, Montpellier, c'est le paradis, hein. Ah oui, c'est sûr. Et juste une chose, quand tu parlais sur Galtier, c'est un coach il donne son avis sur les transferts, mais il va pas appeler des agents. Tu vois, c'est pas Rudy Garcia. Elle est gratuite, mais il s'occupe de son boulot, Galtier. Et pour ça, j'ai un grand respect, parce que c'est pas facile le boulot qu'il fait, parce que même les joueurs qu'on lui met, des fois, il les veut pas tous, hein. D'ailleurs, on parlait des 55 joueurs sous contrat, parce que Campos, il a fait de merveilleuses réussites, mais enfin, tu as quand même une pelletée de types qui ne joueront jamais avec Lille, mais qui ont signé au club, et qui sont prêtés ici et là, et qu'on n'entendra plus jamais parler. Et il a fait la même à Monaco. Hein. Et c'est là, souvent dans ces deals-là, où tu as Micmac. Il a fait pire à Monaco. À Monaco, il a fait des trucs, mais abominables. Je crois qu'ils étaient dans la centaine de joueurs, je crois, à Monaco. À Monaco, de toute façon, c'est un club qui est... Si tu veux montrer ce qu'il ne faut pas faire dans le foot, tu regardes la gestion de Monaco et du Cercle de Bruges. Je pense Après, dans les pépites que Luis Campos a trouvées, moi, je trouve ça plutôt rassurant d'avoir beaucoup de joueurs et d'avoir le luxe de pouvoir faire un tri. Beaucoup de clubs, je pense, seraient à l'affût de récupérer les miettes qu'on laissera et qui auront l'étiquette Campos dessus, quoi. L'étiquette Campos te permet de vendre les joueurs plus cher, ça c'est vrai. Oui. Ça. Alors ensuite, comme question, il y a c'est pas une question. Losk Boy qui dit que ça, je rappelle que Lyon a multiplié par 10 ses commissions en 3 ans. Alors ça, je sais pas. Mais ils ont acheté pour plus de 120 millions l'an passé. Donc c'est proportionnel, si tu veux, quelque part. Plus les prolongations de contrat, c'est plutôt proportionnel pour le coup. Ouais, ok. Alors après, de l'autre côté, tu as Michael Van Praat qui dit comme ça, est-ce que la DNCG va vérifier comment on va vérifier la DNCG avec le Covid? Parce que c'est vrai que c'est pas évident tout ça, parce que avec les pertes aussi qu'il y a au niveau de la billetterie, ça représente que 7%, je crois, d'après ce que je sais. Après, c'est vrai que les joueurs, en gros, les transferts n'ont pas été au prix exact au dernier mercato. Ce sera pas au prix exact non plus au mercato d'hiver. Comment on va faire la DNCG? Parce que au début de l'année, ils ont quand même donné, le Brexit aussi, ils ont quand même donné un budget de autant, pensant qu'ils allaient souvent vendre des joueurs
et acheter des joueurs à tel prix. Et là, ça a complètement changé. Comment ils vont faire ça? C'est plus le média pro qui a l'impact que le Covid. Hein. Parce que, bon, je rappelle quand même que l'an passé, le patron de la DNC, je le disais à l'équipe, ça a été positif le bilan, à court terme. Hein. Parce qu'en fait, il y a ils n'ont pas payé de charges, etc. sur les salaires, donc forcément, ça a été une économie terrible. Et en fait, cette économie-là, elle supérait la perte à gagner. Mais à moyen et long terme, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que tu as quasiment tous les clubs qui se sont endettés. Parce qu'on parle de Lille, mais même Lyon a souscrit un autre prêt garanti par l'État, là. Strasbourg également. Ce qui fait que même des clubs globalement bien gérés, aujourd'hui, auront des prêts à rembourser. Et on ne parle même pas de Saint-Etienne, qui déjà perd entre 15 et 20 millions par an et qui ont 2 prêts à rembourser aussi. Donc, je ne sais pas comment ça va se finaliser, mais tout va dépendre du nouveau contrat de droit TV. Et là, on a une bataille d'ego. Canal va faire aucun cadeau à la Ligue, d'un air de dire vous avez choisi Mediapro, bah maintenant. Donc, c'est ça qui est plus inquiétant que le Covid. Donc, ça a fragilisé. La DNCG, par exemple, est très inquiète pour Dunkerque. Ce Dunkerque, j'adore. Il y a un investisseur qui doit arriver, mais l'argent, il n'est jamais là. Alors, c'est Mamadov alors. Oh, tout de suite. mais Lens, par exemple, on n'en parle jamais. Non, Lens, c'est un vrai on en a beaucoup parlé ici. On en a beaucoup parlé ici. Mac, hein. Ah oui. Moi, j'ai été menacé par message par un dirigeant de Lens qui m'a dit que je vais pour le moment la présomption d'innocence selon lui. J'ai fait un sous-entendu de 5 secondes. Donc, évidemment, ils m'ont motivé à faire un spécial Lens. Là, Arnaud Pouille, je le remercie. On va parler de tout à Lens, surtout du centre de formation et les contrats, M. Negoué, l'agent. On va se demander comment ce mec-là récupère tous les joueurs. Et pourquoi un joueur de Lille, de Lens, excuse-moi, est plus ou moins ultra influent dans les décisions de transfert. Je sais pas, ça va peut-être un euro. Donc, grande motivation pour le dossier RC Lens. Ah oui. Robin, tu fais quoi le mardi avant le derby? Là, Romain, je peux peut-être te contacter en inside, si tu veux. Je vois une question également de Stéphane sur les commentaires Facebook qui me demande c'est combien la com Doc du net quand ça signe à Lille. Donc je précise, c'est complètement gratuit. Nous, on est là pour l'amour du maillot. Hein. Le temps passe, il est déjà 21h36. Je pense qu'on va éluder un peu le bilan sportif du LOSC sur cette première partie de saison parce qu'il est exceptionnel avec une première place ex-aequo. Je dis première place plutôt que deuxième en Ligue 1 parce qu'il ne faut pas être modeste. Donc, première place ex-aequo en Ligue 1, qualifié pour les 16e. Alors, juste une question, Romain, toi qui vois ça de l'extérieur, même si tu n'es pas un spécialiste sportif du LOSC, comment tu trouves ces résultats? Bravo. Comment on voit les résultats de Lille à l'extérieur de Lille? Énorme. Franchement, et là, on revient sur Galtier parce que Renato Sanchez, ok, mais combien de coachs se seraient cassés les dents sur Sanchez? Combien se serait pété les dents? Surtout qu'il arrive dans un contexte à Lille, entre guillemets, avec le salaire et tout ça. Ce qu'il a fait, moi j'ai beaucoup de respect à un mec comme Yilmaz devant. Du peu de matchs que j'ai vu, encore une fois, je n'ai pas vu, mais du peu que j'ai vu, ça par contre c'est un super coup. Putain, ça bravo. Les mecs qui ont pensé, même si c'est des trucs d'agent, bravo. Après, je vais te dire, moi je trouve qu'il y a des joueurs qui sont à un niveau. Galtier, il arrive à faire progresser les joueurs. Et c'est là où tu vois la qualité d'entraîneur pour moi, c'est que chez vous avez des joueurs aujourd'hui, ils sont à un niveau, je pense notamment à Bamba. Je ne sais pas s'il pourra un jour être à ce niveau-là et tout. Et moi, je vais juste dire un truc, c'est les soirées européennes, parce que c'est quand même, en tant qu'amoureux du foot, ce qui me fait bander, c'est les soirées européennes. Ou les soirées, tu vois, ce que vous avez fait en Europe, je compare ce que Nice a fait. Et Nice a des moyens, Nice pourrait. Mais sauf que bon, pareil, Nice, il y aurait beaucoup à redire. Mais ils ont tout, c'est un projet sportif, mais ça ne prend pas bon. Je compare ce qu'a fait Reims aussi. Reims qui n'a pas été très très loin. Et vous, ce que vous avez fait dans un groupe qui était quand même particulièrement relevé. Chapeau bas, messieurs. C'est tout, parce que qu'est-ce qu'on retient du foot? C'est des émotions, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Indépendamment de toute la saleté, c'est quand même un sport qui te procure des émotions à nul autre pareil. Et je pense qu'on vit tous pour être heureux et avoir des émotions. Et moi, j'ai pour ça grand respect à ce que l'équipe et le staff ont fait, parce que au final, vous avez vibré. Et je pense que même ça a fait vibrer des gens qui ne sont pas supporters du LOSC par le match contre le Milan, forcément. Incroyable. Tu regardes ça. Mais déjà, la préparation du match, tu vois que ça travaille. Ça n'a pas été fait à la va-vite. Donc, j'espère pour vous un gros parcours en Europa League parce que regarde les supporters rennais à l'époque, ils avaient fait un petit parcours en Europa League. Ça a été énorme pour eux. Et je pense que quand on est fan, moi je le dis encore de manière extérieure, qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Match contre Milan, ne me dites pas. Enfin, je pense que tout le monde a vibré. Bravo. Bravo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui arrivent à être performants en Europa League. Chez nous, on ne dit pas ça travaille, on dit ça bosse fort depuis cette année. Beau jeu de mots.
Mais Yilmaz, c'est un super coup. Moi, je trouve que c'est un super joueur. Yilmaz, c'est un truc de fou. 35 ans qu'il arrive, et il joue comme un junior. Mais c'est pour ça qu'on peut dire merci à Ingla de ne pas avoir prolongé Rémi ou d'avoir tardé à prolonger Rémi. Merci Ingla. Quel visiteur. Et il a déjà battu le corps, hein, alors qu'il est là que depuis le début de saison. Il a été impliqué il était impliqué sur chaque but lors les 7 dernières rencontres. Le dernier qui avait fait ça avant lui, c'était Eden Hazard. Et là, on lui doit 11 buts depuis le début de saison, comme Bamba. Il a fait 4 passes décisives, 7 buts. Bamba, c'est plutôt. C'est énorme. Incroyable. Je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. Le temps passe, il est déjà 21h40, on est à presque 1 heure d'émission. Donc, dernière partie de l'émission, c'est la présentation du livre de Jérémy, donc Jérémy Lison, qui porte bien son nom finalement. Alors, Jérémy, pourquoi ce livre et comment il est né? Allô Jérémy, oui, pourquoi ce livre et comment il est né? Comment tu as eu l'idée de le faire en fait? L'idée m'était venue déjà, vraiment l'idée d'écrire le bouquin, ça m'est venu en 2017, tout début sur ma page Facebook J'ai Jeune Tour. À la base, j'écrivais des récits, tout ça sur Facebook, mais au vu du temps passé, je me suis dit, tiens, vu le temps passé, autant en faire un vrai livre. Donc de là, c'est vrai que j'ai une période assez délicate dans ma vie, où j'étais au chômage, tout ça, donc je me suis dit, tiens, pour me remettre un peu d'aplomb dans ma vie, écrire ce livre, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi, donc je me suis vraiment consacré. La période forte, c'était en plusieurs parties, tout réécrire, une pause, réécrire, tout ça, réécrire. C'est vraiment un travail phénoménal. Mais l'idée d'écrire un bouquin m'était venue brièvement. C'était au retour d'Everton, un match de Coupe d'Europe qu'on perd 3-0, enfin bref. Et là, le retour fut chaotique. On devait prendre l'avion, on rate celui-ci. Donc, du coup, là, je me dis, en fait, j'ai un mode de vie pas normal. Et il y a de quoi en écrire un bouquin, quoi. Donc, c'est là que l'idée d'écrire un bouquin a commencé à me trotter à l'esprit. Puis une fois que j'ai eu du temps pour faire ceci, l'idée m'est venue, puis j'ai fait ça de façon concrète. Alors, on l'a démontré au début de l'émission, quand on présente un livre dans le bistrot de LOSC, on a une équipe de lecteurs, et sur itinéraire d'un supporter gâté, on a Jérémy donc, qui s'y est collé, qui a parcouru le bouquin. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jérémy? C'est chouette, ça me fait... en fait, moi, je connais GG surtout par son logo, sa bâche, je ne sais pas si on peut appeler ça une bâche, mais qu'il prend à chaque fois lors de tous ses déplacements. Et comme moi, j'en ai fait aussi beaucoup pour organiser déjà les déplacements. Je le voyais, je le rencontrais souvent de loin. On se connaît à peu près tous de visu quand on va en tribune. Julien peut aussi le confirmer. Quand on va à Reims, on voit tout le temps à peu près les mêmes gens. On voit des gens différents lorsqu'on va plus loin. Et donc, écrire, et Romain le disait aussi au début de l'émission, le football fait voyager. Et au final, lorsqu'on va à Londres, lorsqu'on va en Espagne, la durée d'un match, c'est quoi par rapport au fait de partir de chez soi, de se retrouver entre copains, de prendre le bus ensemble, ou l'avion, ou le bateau, ou le train. Et au final, on se rend compte que le match ne dure qu'une infime partie de ce voyage. Au final, on aime le foot non pas pour les 90 minutes de spectacle, mais on aime le foot pour tout ce qu'il y a à côté, et c'est même de temps en temps plus important. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir l'ensemble d'un voyage, c'est tout ça, quoi. Et le fait de pouvoir le lire et de voir qu'en fait nos histoires se ressemblent. Lorsque je vais à Strasbourg pour voir le match phénoménal qu'on a fait à la Méno à l'arrivée de Bielsa, c'est une aventure extraordinaire. Et de le voir écrit et de le voir vécu par quelqu'un d'autre, et de se dire au final on vit tous la même chose, quoi.
Et donc, c'est ça que j'ai voulu retrouver dans le livre de GG. C'est vraiment ça que j'ai retrouvé. Et aussi ce qui nous mène au stade dans les premières années, et de l'histoire familiale que tu as eue. Je crois que c'est ton grand frère, c'est ça, qui était abonné à Grimonpré. C'est ça, non? Ou c'était, je sais plus. J'étais dans Non, les c'est- prépa. en fait, ce qui m'a fait la passion, c'est Jean, à qui je rends hommage, qui était le cousin de ma grand-mère, en fait. Non, je suis fils unique, donc non, j'ai pas de grand frère. Et c'est le cousin de ma grand-mère qui, lui, a vraiment connu le tout début de LOSC, parce qu'il a connu en 44. Il y a même une photo dédicacée de l'équipe de l'époque qui avait fait le doublé avec Tom Merlin, le Barat, tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment un des premiers de la vieille. Ouais. Et donc, et au final, on se rend compte aussi, en tant que supporter, qu'il n'y a pas deux déplacements identiques. On peut aller dans la même ville, l'année d'après, 2 ans après, ou des années après, on ne vit jamais le même déplacement. Tout comme le match qui va se jouer après. Tout change, les gens qu'on rencontre, tout change, l'ambiance, et bien qu'à Reims, on a rarement gagné, mais mais ouais, c'est ça que j'ai trouvé dans le livre de Jérémy. Voilà. Que je voulais trouver, c'est-à-dire que les anecdotes de déplacement. Ouais. Voilà, le livre de Jérémy, c'est vrai qu'il est intéressant pour nous qui sommes vraiment des supporters de longue date. On est tous ici à avoir vécu une longue histoire d'amour avec le LOSC. On voit un peu la montée en puissance, la découverte du club, ton intégration dans les groupes de supporters. On voit tes déplacements qui se font. On se reconnaît. Alors, on reconnaît, même s'ils ne sont pas cités par souci de discrétion, on reconnaît les groupes de supporters que tu évoques. On reconnaît même derrière certains pseudos des supporters qu'on côtoie au quotidien. Alors, on se retrouve complètement dans la gestion finalement des différents déplacements. Je rappelle que le premier objectif quand on fait un déplacement avec des supporters, c'est de voir le match. Donc, c'est de pouvoir passer l'allée dans le bus et d'arriver dans un état suffisamment propre pour voir le match dans de bonnes conditions. Et on retrouve toute cette ambiance. On voit même, tu cites même des blagues que tu attribues sur un style de Raymond DeVos. Alors je dirais c'est plutôt Raymond DeVos avec 3 grammes dans le sang, mais on retrouve cette ambiance finalement bon enfant dans les supporters. Et on voit même à la fin, on ressent une certaine lassitude, qui ne veut pas dire que tu n'aimes plus le club, mais nous, on l'a tous connu, une certaine lassitude qui vient avec le temps, avec les charges familiales, les obligations professionnelles, et qui fait qu'on perd un peu de l'étincelle, même si l'étincelle est toujours présente et elle est prête à se réanimer à chaque événement sportif. Alors, est-ce que j'ai bien résumé ton livre, Jérémy? Est-ce que c'est bien ce que tu ressens? Okay, moi, j'ai pas entendu. Est-ce que j'ai bien résumé ton livre? Ouais, non, franchement, très bien. C'est vrai que j'ai vraiment voulu transcrire tout ce que j'ai vécu, mes émotions, tout ça. C'est important aussi pour moi de parler un peu de ma vie privée, comme vous avez pu constater, ceux qui l'ont lu, pour justement que les gens s'immiscent dans la vie d'un supporter, quoi, parce qu'avant d'être un supporter de LOSC, je suis aussi un être humain. Voilà, je vis à côté de tout ça. Donc, c'est important aussi pour moi de mettre à côté ma vie privée, que les gens comprennent en même temps ce que représente le LOSC dans ma vie, quoi, les dépassements, tout ça. C'est important pour moi de sortir de ma coquille et de m'exposer à cœur sur ça, quoi. Alors, tu en es où avec ton activité de supporter? Tu fais toujours des déplacements? Tu es toujours partie prenante du groupe de la Tribune Nord? Comment ça se passe maintenant dans la relation avec le LOSC? Bien évidemment, hors Covid, bien sûr. Oui, c'est sûr. Si vous voulez, bon, je ne vais pas lui gâcher la fin, mais la fin insinue une bonne fin. Donc, l'année passée, même si malheureusement le championnat s'est arrêté, j'ai quand même fait le grand chelem. J'ai fait tous les matchs de la saison. Donc, on va dire que je suis bien reparti, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le livre de Jérémy? Est-ce qu'il y a des commentaires sur le chat ou sur Facebook, Arnaud? Bon, alors c'est une petite boutade, on va dire. Il n'y a qu'à les déplacements à Lens qui nous ressemblent tout le temps. On prend toujours 3 points et à chaque fois c'est la même chose. Donc c'est vrai que il n'y a pas de changement à Lens. Donc il n'y a que ça, pas de compte. Sinon non, il n'y a pas d'autres interventions.
On ne peut pas s'en empêcher. Jérémy, où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Bah là, si vous voulez, on peut acheter mon livre directement par commande sur mon site, donc http, ggontour.ovh. Donc là, pour l'instant, mon livre est en rupture de stock, mais une commande devrait arriver d'ici peu. Donc voilà, n'hésitez pas à ceux qui sont intéressés à commander mon livre, d'autant plus que sans vouloir être arrogant, les retours sont bons. Donc c'est vrai que moi, en tant qu'écrivain, savoir que les gens apprécient mon récit, vraiment, ça me touche, hein. Avant, ce livre, je l'ai écrit pour vous, quoi. Je veux dire, ce livre, c'est 3 ans de travail. Voilà, je veux dire, j'ai passé un temps fou à retravailler des passages pour les travailler en émotion, les mots. Enfin, franchement, je ne saurais décrire tout ce que j'ai fait, quoi. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Des passages à retravailler pour vraiment les rendre les plus forts en émotion, quoi. Puis les retours des lecteurs que j'ai, voilà, ça récompense tout ce travail, quoi. Romain, je ne t'ai pas posé la question parce que tes livres, on les trouve partout, je pense, mais est-ce qu'il y a un réseau particulier où on peut les commander? Déjà, première chose, pour Jérémy, on essaiera de faire quelque chose sur ma chaîne si ça t'intéresse ces prochains mois, premier point. Parce que je trouve ça très important d'oublier quand même que ce qui fait la beauté du foot, c'est avant tout l'amour qu'on a pour ce sport-là, il ne faut jamais l'oublier. Et deuxième point vis-à-vis de ce que tu me disais, alors il est un peu en rupture ici là, mais il est surtout disponible depuis le site de l'éditeur xuvie.fr. C'est mieux de le commander par ce biais-là, parce que c'est un éditeur complètement indépendant, donc on n'a pas une énorme diffusion. Mais là, il va être remis un petit peu en librairie, etc. Mais bon, vu que un peu compliqué la diffusion en ce moment, donc voilà, le mieux à faire, c'est xuvie.fr, même si vous pouvez le trouver également sur le site de la FNAC. Je crois qu'il a été remis en ligne, si je ne dis pas de bêtises, après avoir été en rupture. Alors moi, je l'ai trouvé sur le site des guerrières avec des longues crinières, mais donc d'où ma réflexion sur le fait qu'on le retrouve assez facilement. Mais on mettra les liens à la fois pour Jérémy et à la fois pour Romain sur le site Alléluia et sur les pages Facebook de l'émission. Je pense que nous avons fait le tour de l'actualité de cette semaine, de cette émission de la trêve des confiseurs. Alors je voulais... Il y avait une question là, qui dans le fil Facebook. Alors je ne sais plus qui c'était qui demandait à Romain ce qu'il pense de l'étang quand même. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est quelqu'un, voilà, moi, tous ceux qui me suivent savent un peu mon avis. Gros travailleur. Il a fait aussi de bonnes choses, mais son problème c'est qu'il est intrusif et d'une arrogance qui ferait pâlir Jacques-Henri Hérault. Donc voilà, c'est quelqu'un qui faut qu'il soit cadré. Après, malheureusement, si tu parles aux employés de tous les clubs où il est passé, mais s'il est cadré, je le redis, c'est en outre l'un des plus grands bosseurs du football français. Par contre, c'est un mec qui va pas compter ses journées, il va se donner à fond, très bon communicant. Maintenant, si on lui demande de faire ça et de se cantonner sur les tâches administratives, etc. et tout, il est très bien. S'il commence à être intrusif de partout, comme il l'a fait à Rennes, ça se termine très mal. Maintenant, c'est au club de mettre et aux gens au-dessus de lui de mettre des limites, quoi. Tu sais des choses sur les gens au-dessus de lui parce que nous, on ne sait rien sur ces gens. Elliott est toujours dans le coup. C'est le seul truc que je sais. Le reste, c'est même pas moi qui le sais, c'est les gars du New York Times qui m'en ont parlé il y a 2 semaines, à peu près. Moi, je n'ai rien de plus. Par contre, moi, j'ai une question. Ouais. Dans la Mano Negra, tu parles beaucoup d'un agent qui s'appelle Kia Jorapchian, ouais. et le Playboy de Téhéran. Et l'étang, il a travaillé avec lui. Ouais. Est-ce que ça peut il a été dans sa boîte. Est-ce que ça peut avoir des incidences sur la suite des événements? Là, il essaie de se rapprocher de Stellar Group de Jonathan Barnett, ceux qui viennent de récupérer Kamavinga d'ailleurs, où tu as beaucoup de gens proches de l'étang qui disaient que c'est grâce à lui, alors qu'en fait, non. Enfin bon. Si tu veux, moi, ce que je trouve très étrange, c'est qu'Olivier Létang, avant de récupérer Lille, il était plus sur une activité d'agent, oui. Où il essayait d'interférer sur quelques deals. Mais après, c'est le foot, tout le monde fait agent. Donc, par contre, moi, j'ai une question. Parce que je cherche à retrouver un ancien Lillois. Et donc, j'en appelle à la mémoire du bistrot du LOSC. Serge Djamba Tchango. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'était un joueur de la réserve qui n'a jamais joué en équipe pro, je crois. Je crois, qui était congolais, qui était à la Louvière, en fait, mémoire. Je lance l'appel, si des gens... On a des relations et des auditeurs du Bistrot Allélos, que je pense notamment à Stéphane Elbeck, qui sont des spécialistes de la réserve et des équipes depuis des dizaines d'années. Écoute, on essaiera de prendre l'info et de te la transmettre. Merci beaucoup. Voilà.
On essaiera de le faire. Voilà, il est temps pour nous de rendre finalement l'antenne. Avant ça, je voulais remercier bien sûr nos deux invités, donc Romain et Jérémy. Merci beaucoup. Je crois que votre participation à l'émission est très, très enrichissante et très attendue en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc merci de votre participation. Plaisir. Je voulais remercier également nos intervenants habituels, Jérémy, Julien et Christophe. Bien sûr, remercier Arnaud pour son intervention technique. Je voulais remercier également une nouvelle fois toutes les personnes qui ont partagé, qui ont relayé les informations sur l'émission, qui sont intervenues en direct sur les différents chats et les différents commentaires de Facebook. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. On va attendre la reprise du championnat. On va aller se reposer quand même un peu des deux réveillons. Et on se retrouve donc après la première journée de championnat, le premier mardi après la première journée de championnat, pour la suite des aventures du LOSC, à la fois au niveau sportif et au niveau extra-sportif. Donc à suite, et en attendant, bien sûr, allez le LOSC. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Salut.